Il y a une différence entre être choisi et être conservé. Être choisi signifie que quelqu'un examine tout ce qui s'offre à lui et vous sélectionne. Cela signifie que vous avez été vu pleinement, clairement, dans votre intégralité, et que la personne qui vous a vu a décidé que vous étiez celui ou celle qu'elle désirait. Être choisi, c'est comme atteindre un but. Comme si le long et incertain voyage qu'est l'existence avait enfin abouti à un résultat précis. Comme si la recherche n'était plus en cours. Être retenu prisonnier, c'est différent. Être gardé ou gardé signifie que quelqu'un a décidé que vous avez de la valeur, mais pas de quoi l'exposer. Que ce que vous offrez, votre chaleur, votre intelligence, votre présence, la façon si particulière dont vous faites de leur intimité un foyer, est réelle et désirée. Mais que ce désir est distinct de celui que l'on affiche au monde, que vous êtes fait pour l'intimité, pour les moments privilégiés, pour les heures entre minuit et le matin, quand le reste du monde dort. Je connais la différence entre ces deux choses parce que j'ai vécu simultanément dans les deux pendant 8 ans. L'homme le plus riche d'Abidjan m'a choisi. Il m'a aussi rendu invisible à son monde. Et j'ai passé 8 ans à croire que le choix était la partie la plus importante et que l'invisibilité était une situation temporaire qui allait se résoudre. Je me suis trompée sur ce point, mais je ne me suis pas trompée sur tout. Je m'appelle Hawa. Et voici l'histoire de ce qu'il faut payer pour être choisi par quelqu'un qui n'a jamais voulu être vu en train de vous choisir. J'ai grandi à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, dans une famille d'enseignants aux ambitions modestes, empreinte de cette dignité propre à ceux qui connaissent leurs valeurs et n'ont besoin d'aucune confirmation extérieure. Mon père enseignait la géographie, ma mère, la littérature française. C'étaient des personnes qui vivaient au rythme des idées, qui parlaient de livres à table, débattaient d'histoire le dimanche après-midi, et qui ont élevé leurs enfants dans la conviction que le bien le plus précieux était la qualité de l'esprit. J'étais leur enfant du milieu. 3 enfants, et j'étais celle qui se trouvait au centre. Ni l'aînée avec toutes les responsabilités liées à la première place, ni la cadette avec toute la liberté d'être la dernière. Celle du milieu, l'observatrice, celle qui regardait de tous côtés et comprenait ce qu'elle voyait. J'ai étudié l'économie à l'université d'Abidjan. Je n'étais pas originaire d'Abidjan et la ville m'a frappée comme elle frappe tous ceux qui arrivent d'un endroit plus petit. Son échelle, son rythme, cette assurance particulière d'une ville qui a décidé de son importance et s'est organisée autour de cette décision. J'ai trouvé un appartement à Cocody avec 2 autres étudiants de Bouaké et j'ai entrepris le projet de devenir une vraie Abidjanaise tout en restant pleinement moi-même. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un emploi dans une banque de développement. Poste d'analyste. Pas très glamour, certes, mais du vrai travail, de vraies responsabilités, les fondements d'une carrière que je construisais avec intention. J'avais 25 ans. J'étais à Abidjan depuis 4 ans. J'avais un petit appartement dont j'étais fière, une carrière qui commençait à prendre forme et une vie qui, la plupart des matins, me semblait digne d'être vécue. Et puis, j'ai rencontré Kofi Assoumou. Kofi Assoumou. Son nom était connu à Abidjan avant même que je ne le connaisse. Il avait bâti un conglomérat immobilier, de construction, de logistique et de médias qui, au moment où je l'ai rencontré, l'avait rendu riche d'une manière qui dépasse la simple réussite. Il n'était pas riche comme le sont les médecins ou les hommes d'affaires prospères. Il était riche comme le sont les villes. Une richesse structurelle, visible, avec le poids particulier de ceux dont les décisions influencent la vie des autres. Il avait 42 ans quand je l'ai rencontré. J'en avais 25. Il y avait un écart d'âge et un gouffre entre nos mondes. Et je tiens à être honnête sur ces 2 points, car ils sont importants pour le récit. Je l'ai rencontré lors d'une conférence sur le financement du développement, où j'assistais en tant que membre de la délégation de ma banque et où il était conférencier principal. Il a parlé pendant 40 minutes de l'investissement du secteur privé dans les infrastructures, et quoi qu'il en soit, il était brillant.
Il possédait l'intelligence particulière de quelqu'un qui a construit des infrastructures concrètes et qui comprend la différence entre la théorie et la réalité du terrain. Il parlait sans notes. Il répondait aux questions avec l'aisance de quelqu'un qui réfléchit à ces sujets depuis des décennies. Plus tard, à la réception, il m'a trouvé, pas l'inverse. C'est lui qui m'a trouvé. Il m'a dit avoir remarqué, pendant son intervention, que je prenais des notes d'une manière qui laissait penser que je participais réellement à ce qu'il disait, plutôt que de faire semblant d'écouter. Il a ajouté que c'était rare. Il m'a ensuite demandé mon avis sur un point précis qu'il avait soulevé concernant le régime foncier. Je lui ai dit. Il n'était pas d'accord avec une partie de ma réponse. Il m'a expliqué pourquoi. Il avait raison. J'ai concédé et expliqué ce que j'avais essayé de dire. Et il a acquiescé en disant « C'est un meilleur argument. Vous auriez dû commencer par celui-ci. » J'ai ri. Il a souri. Nous avons discuté pendant 1 heure. Il m'a demandé mon numéro avant de partir. Je le lui ai donné. Il a appelé le lendemain. Nous avons dîné ensemble cette semaine-là, puis la semaine suivante, et encore la semaine d'après. C'était une compagnie extraordinaire. Je tiens à le préciser car le récit se complique et je ne veux pas que cette complexité occulte la réalité. Il était l'une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées. Sa curiosité pour mon travail était sincère. Il lisait tout, livres, rapports, documents que d'autres personnes de son envergure confiaient à leurs assistants pour résumer. Il avait des opinions bien arrêtées et y tenait fermement, mais il savait aussi les nuancer face à des arguments plus convaincants, ce qui est plus rare qu'il n'y paraît. Durant ces premiers mois, il était aussi la personne la plus attentionnée que j'ai jamais rencontrée. Il se souvenait des moindres détails, des conversations d'il y a des semaines. Il posait des questions complémentaires sur des sujets abordés des mois auparavant. Il me donnait constamment l'impression, sans effort apparent, d'être la personne avec qui il avait le plus envie de parler. Je suis tombée amoureuse de lui. Complètement, sans aucune retenue. Je n'en ai pas honte. J'avais 25 ans. Il était extraordinaire et notre amour était réel. Ce sont des faits. Ils ne deviennent pas faux à cause de ce qui s'est passé ensuite. Au bout de 3 mois, il m'a parlé de sa femme. Elle s'appelait Adjoa. Ils étaient mariés depuis 16 ans et avaient 3 enfants. Il expliqua que leur mariage était devenu une structure plutôt qu'une relation, qu'ils menaient des vies parallèles sous le même toit, qu'il n'y avait plus eu de véritable intimité entre eux depuis des années et que leur union se poursuivait grâce aux enfants et à une structure sociale et professionnelle particulière qu'il serait complexe de démanteler. Il a dit tout cela avec une tristesse qui semblait sincère. Il a dit qu'il n'avait pas ressenti ce qu'il ressentait pour moi depuis très longtemps. Il a dit qu'il ne me demandait pas d'accepter une situation impossible, qu'il était honnête avec moi parce qu'il pensait que je méritais l'honnêteté. J'ai réfléchi à ça pendant 1 semaine. Je veux être honnête sur ma décision et ses raisons. J'ai décidé de continuer. Non pas par naïveté, car j'avais 25 ans et non 15. Je comprenais ce qu'il décrivait. J'ai décidé de continuer parce que je le croyais quand il disait que le mariage était bel et bien terminé et parce que ce qui existait entre nous était trop réel pour y renoncer à cause d'un simple vice de forme. Et parce que, pour être tout à fait honnête, je croyais que la situation était temporaire. Je croyais que ce qu'il disait sur son mariage, qu'il considérait comme une structure, était vrai et que les structures pouvaient évoluer. Je croyais que ce que nous avions vécu deviendrait, avec le temps, visible, officiel, réel aux yeux du monde, comme c'était réel entre nous. 8 ans, finalement, c'est très long pour continuer à croire à quelque chose qui ne se réalise pas. L'appartement a été obtenu la 2e année. Il me l'a proposé, je l'ai accepté, et je tiens à préciser que je savais exactement ce que j'acceptais. Un bel appartement à Marcory, dans un quartier certes pas le plus cher, mais vraiment agréable. Un immeuble avec portail, gardien et un hall d'entrée en marbre impeccable. 4 pièces. Une cuisine plus grande que toutes celles que j'avais connues auparavant. Il venait 3 fois par semaine, parfois 4. Il appelait toujours avant. Il arrivait à l'heure prévue.
Il partait toujours avant minuit, sans exception, car la maison familiale exigeait sa présence le matin. Nous avions une vie dans cet appartement, une vraie vie. Nous cuisinions ensemble le dimanche soir, quand son emploi du temps le permettait. Il cuisinait mieux que je ne l'aurais cru, précis et sûr de lui en cuisine, comme partout ailleurs. Nous lisions les mêmes livres et en débattions. Nous parlions de ma carrière. Il s'intéressait sincèrement à mon évolution professionnelle, me donnait des conseils pertinents et utiles, et m'a présenté des personnes qui m'ont ouvert des portes que je n'aurais jamais franchies seule pendant des années. Il m'a beaucoup donné, pas seulement un appartement, une voiture, une aide pour les frais médicaux de ma mère lorsqu'elle est tombée malade la 3e année, un soutien financier pour une certification professionnelle que je souhaitais obtenir. Ce n'était même pas des broutilles. J'avais 27 ans et je gagnais bien ma vie, mais je n'avais pas encore atteint un niveau où ce genre de choses était facile. Je les ai acceptées. Je n'ai pas fait semblant de ne pas les accepter. Elles étaient réelles, généreuses et faisaient partie intégrante de ces années-là. Mais elles faisaient aussi, je le comprends maintenant, partie intégrante de la structure de l'invisibilité, car plus j'acceptais, plus je me sentais enfermée dans quelque chose qui avait une forme. Et cette forme était privée, confinée, pour les pièces intérieures, pas pour le monde. Je veux vous décrire ce que l'on a ressenti en étant invisible, pas de manière abstraite, précisément. C'est ce que j'ai ressenti. Son chauffeur venait le chercher à mon appartement le jeudi matin. Il me connaissait. Il était professionnel et aimable, et nous entretenions d'excellentes relations. Mais lorsque les collègues de Kofi lui ont demandé où il était passé mercredi soir, le chauffeur a répondu « Chez moi, pas chez Awa, chez moi ». Son téléphone contenait un contact à mon nom. Il était enregistré sous un nom qui n'était pas le mien. Ce n'était pas un nom de femme, mais un nom commercial. Je l'ai découvert la 4e année, en empruntant son téléphone pour passer un appel. Je n'ai rien dit. J'ai classé l'affaire. Lors des nombreux événements publics auxquels Kofi assistait, je n'étais jamais présent. En 8 ans. Je ne l'ai jamais accompagné à une quelconque sortie publique. Gala, dîner d'affaires, événements professionnels, tout le calendrier social d'un homme de son rang m'était inaccessible. Il vivait dans son propre monde et je n'en faisais pas partie. Ses enfants ignoraient mon existence. Sa famille l'ignorait. Ses associés, ses collègues, tous ceux qui, à leurs yeux, interprétaient publiquement sa vie, je n'existais pas. Il m'avait entièrement choisi. Il avait caché ce choix à tous ceux qu'il connaissait. Au cours de la 5e année, j'ai commencé à comprendre la permanence de la structure, non pas par un événement spectaculaire, mais par l'accumulation, par l'analyse mathématique précise qui consiste à observer le comportement d'une personne au fil du temps et à comprendre la véritable signification de ce schéma, plutôt que celle que vous vous en êtes forgée. J'ai eu ces conversations sur l'avenir. Il n'était pas cruel. Il était chaleureux et disait des choses qui, sur le moment, étaient vraies, même si elles ne se concrétisaient pas toujours. Il m'aimait, j'en suis convaincue, j'en suis encore convaincue. Mais l'amour, j'apprenais, n'était pas synonyme de volonté, et ce qu'il ne voulait pas faire était évident. C'est devenu évident la 5e année, et je l'ai vu, et j'ai continué à le voir pendant 3 ans avant d'agir. Je ne me suis pas dit que je ne voyais pas la réalité. Je tiens à être précis, je n'étais pas aveugle. Je choisissais, pour des raisons que je comprenais et dont je n'ai pas honte, de persévérer dans une situation que je voyais parfaitement. Mais la 8e année, quelque chose a changé. Ce qui a changé, ce n'est pas un événement isolé. C'était lors d'un dîner professionnel auquel j'assistais, un dîner organisé par une association de développement avec laquelle je collaborais. J'étais assise à côté d'une femme nommée Estelle. Elle avait 50 ans et dirigeait sa propre société d'investissement. Elle avait cette aisance particulière des femmes qui, depuis si longtemps, sont pleinement elles-mêmes dans le milieu professionnel, que cela ne leur demande plus le moindre effort. Nous avons discuté pendant 2 heures. Elle m'a posé des questions sur mon travail. Elle m'a écoutée. Elle a posé des questions complémentaires qui montraient qu'elle comprenait vraiment ce que je disais.
À la fin du dîner, elle a dit « Vous êtes très doué dans votre domaine. Travaillez-vous à la hauteur de vos compétences ?» Je l'ai regardée. « Pas encore. » Ai-je répondu. Honnêtement, sans réfléchir. Elle m'a regardé un instant, puis elle a dit « Corrigez ça. » Elle m'a donné sa carte. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi en voiture et je me suis assise dans mon appartement, le bel appartement de Mark Corey, l'appartement qui faisait partie d'une vie qui n'existait que dans l'intimité, et j'ai repensé à ce qu'elle avait dit. Travaillez-vous au niveau que vos compétences méritent? Pas encore. Et je me suis dit, est-ce là toute ma vie et pas seulement ma carrière? Est-ce là le niveau que méritent mes capacités? J'ai longtemps réfléchi à cette question. Je n'ai pas rompu avec Kofi ce soir-là. Je tiens à être précise sur la chronologie. La conversation avec Estelle a eu lieu en octobre. J'ai mis fin à ma relation avec Kofi en mars suivant. 5 mois se sont écoulés entre la question et la réponse. Ce furent des mois importants, consacrés à l'examen approfondi de tout ce que j'avais choisi d'ignorer. J'ai passé en revue ces 8 années, non pas avec amertume, mais avec le regard d'économiste que j'avais été formé à adopter, coûts et avantages. Ce qui avait été donné et ce qui avait été refusé, ce qui avait été construit et ce qui avait été contraint. Il m'avait énormément apporté. C'était vrai. Le soutien matériel, la compagnie intellectuelle, les conseils professionnels qui avaient véritablement accéléré ma carrière. Ce n'était pas rien. Je ne prétendrai pas le contraire, mais ce qui avait été dissimulé était également réel. 8 ans de ma vingtaine, ces années où une femme construit les fondations de sa vie adulte, professionnelle, sociale, personnelle. J'avais bien bâti mes fondations professionnelles, en partie grâce à lui, en partie malgré lui. Mais mes fondations personnelles et sociales, je les avais construites autour d'une relation invisible. J'avais organisé ma vie sociale en fonction de mes disponibilités. J'avais décliné les invitations qui coïncidaient avec son emploi du temps. Je n'avais pas construit cette vie de couple visible qui, dans la réalité sociale ordinaire, fait pourtant partie intégrante de la construction d'une existence adulte épanouie. J'étais invisible dans son monde, et dans mon propre monde, j'avais lentement, pendant plus de 8 ans, tout organisé autour d'une relation qui ne pouvait être montrée. Je m'étais rendue invisible moi aussi. J'ai mis fin à notre relation un dimanche soir de mars. Il est venu comme d'habitude. Nous avons mangé, nous avons discuté. La soirée fut agréable. À bien des égards, elle ressemblait au meilleur de ces 8 années. Il était présent et chaleureux, et la conversation était de celle que nous avions toujours su, si bien mener. Après le dîner, je lui ai dit que je réfléchissais depuis des mois à la vie que je souhaitais mener, que j'avais enfin compris que ce que je désirais ne pouvait se construire dans une structure qui exigeait mon invisibilité, que je ne lui demandais pas de changer. Je comprenais sa vie et ses choix et je ne les jugeais pas, mais je faisais aussi mes propres choix, et mon choix était d'arrêter. Il m'a longuement regardé. « Vous en êtes certain, dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui, ai-je répondu. « Je peux, commença-t-il. Je sais ce que vous pouvez m'offrir, ai-je dit. Ce n'est plus ce dont j'ai besoin. Il resta longtemps silencieux, puis il a dit « Tu es la personne la plus remarquable que j'ai côtoyée. »« Je sais, ai-je dit. C'est en partie pour cela que je fais ça. » Il est parti à l'heure habituelle. L'appartement était très calme ensuite. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été une transformation immédiate. Je tiens à être précis. 8 années ne se terminent pas par une clarté instantanée. Il y a eu des semaines véritablement difficiles. Il y a eu du chagrin, un chagrin profond, pour quelque chose de réel qui avait été perdu, même si cela avait été une erreur. Mais il y avait aussi, sous cette douleur, quelque chose qui n'avait plus été là depuis longtemps. Espace. L'espace spécifique d'une vie qui n'est pas organisée autour de l'emploi du temps. Des exigences et de la définition que quelqu'un d'autre se fait de ce que vous êtes autorisé à être. J'ai appelé Estelle 3 semaines après ma rupture avec Kofi. Je lui ai dit que je voulais donner suite à notre conversation. Elle m'a dit qu'elle se souvenait de moi et qu'elle s'était demandé si je l'appellerais. Nous nous sommes rencontrés 2 fois. Elle m'a présenté à 2 personnes.
L'une de ces présentations a débouché, 9 mois plus tard, sur une offre inattendue, un poste de cadre supérieur au sein d'une institution de financement du développement régional, un poste parfaitement adapté à mes compétences et qui impliquait un déménagement à Dakar. Je l'ai pris, j'ai déménagé à Dakar. À 33 ans, j'ai commencé à construire la vie visible à laquelle je m'étais attelée pendant 8 ans, en construisant parallèlement la vie invisible. Je veux vous décrire ce que l'on ressent en retrouvant la visibilité après une longue période d'invisibilité. C'est comme se lever après être resté assis très longtemps. Les jambes fonctionnent. On savait qu'elles fonctionneraient, mais les utiliser, se lever réellement, bouger réellement, c'est différent de savoir que c'est possible. Je participe désormais à des événements professionnels, sous mon vrai nom, en mon nom propre, en tant que personne. J'ai des collègues qui me connaissent. J'ai une vie sociale qui n'est pas dictée par l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis mes 25 ans, j'ai une vie qui m'appartient pleinement, dans toutes ses dimensions. J'ai 36 ans. Je dirige un programme régional au sein d'une institution de financement du développement. Je gère un portefeuille, une équipe et des relations dans 6 pays. Je vis à Dakar dans un appartement que j'ai choisi, que je paie et que je comprends parfaitement. Je suis visible. Non pas à l'homme le plus riche d'Abidjan. Il a continué sa vie sans moi, comme il s'y était toujours préparé, car la structure qu'il avait bâtie avait toujours été conçue pour survivre à mon absence. L'architecture de l'invisibilité est ainsi faite. La personne invisible est celle qu'on peut éliminer sans laisser de traces, mais je suis visible au monde dans lequel je me trouve réellement, le monde que j'ai construit. Avec cette capacité que j'avais toujours eue et qu'une femme nommée Estelle m'a dit un soir d'octobre. Je ne l'utilisais pas encore au niveau qu'elle méritait. Il m'a choisi. Il a caché qu'il m'avait choisi. Pendant 8 ans, j'ai laissé faire. Et puis j'ai choisi moi-même, et je l'ai fait assez fort pour que le monde entier puisse le voir.